Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 11 mars. Je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. À manchette cette semaine, une mise à jour locale sur la COVID-19. Le centre de vaccination en masse sera à l'Arena Jean-Marc Lalonde. Destination Canada est un succès pour la région et un extrait de notre émission Dans ton quartier. Près de 13 000 vaccins ont été administrés dans la région alors que le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario continue le déploiement du programme de vaccination. Alors que la fin de la première phase approche, le BSE travaille avec les municipalités pour identifier les sites d'immunisation, des centres d'immunisation en masse qui permettront de vacciner les personnes hors des résidences des soins de longue durée et des maisons de retraite. Les résidents âgés de 80 ans ou plus commenceront probablement à recevoir leur vaccin à partir du 15 mars, selon le Dr Paul, médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Les vaccins seront administrés dans l'un des 6 centres de vaccination de masse et l'Arena Jean-Marc Lalonde accueillera les vaccinations ici à Clarence Rockland, comme nous l'a expliqué le directeur des services de protection, M. Pierre Voisine. Directeur Voisine, Pierre Voisine, merci beaucoup d'être avec nous ici à TVC 22 aujourd'hui. On est là pour parler d'une annonce qui a été faite vraiment récemment à propos des centres de vaccination dans le catchment area, comme on dit en anglais, du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario. Mais même avant que le Dr Paul s'est adressé à la presse, aux presses et nous a dit qu'il va y avoir 6 centres dans notre région, lundi soir, vous l'avez dit au conseil de ville, conseil municipal ici à Clarence Rockland, que l'Arena Jean-Marc Lalonde allait être l'endroit où les résidents de Rockland peuvent aller se faire vacciner, au moins en ce moment avec le déroulement de la deuxième phase. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu quel travail a été fait pour trouver l'Arena Jean-Marc Lalonde et pourquoi vous avez choisi cette Arena au lieu de peut-être une autre établissement dans la région? Oui, absolument. Écoutez, comme je suis certain que les gens comprennent tous, pour être capable de sortir un programme de vaccination comme ça prend beaucoup, beaucoup de travail à l'arrière-plan. Donc, ça fait des mois que le bureau de santé travaille là-dessus et en même temps, il y a eu beaucoup de communication et des demandes d'aide et d'information pour essayer d'établir le meilleur endroit là, dans la région et dans notre municipalité pour établir ce type de centre. Donc, ça fait plusieurs mois que nous avons une équipe de gens extraordinaires qui travaillent là-dessus on a suivi plusieurs critères pour établir c'est quoi le meilleur endroit. Entre autres, il y a plusieurs documents qui existent au niveau de la Santé Canada pour évaluer là, les besoins pour établir ce genre de centre-là. On s'est basé là-dessus et sur l'expertise du bureau de santé. Et à la fin de la journée, on a évalué presque tous les bâtiments dans la région qui pourraient vraiment aider. Puis on s'est arrêté sur l'Arena Jean-Marc Lalonde. Comme vous savez, dans les critères évalués, c'est aussi les activités qui se passent dans ces bâtiments-là aujourd'hui. Donc, arrêter des activités, il y a un coût revenu, il y a un coût d'opération qui vient avec ça. Donc, on a évalué toutes ces choses-là et on a jugé qu'un petit peu d'investissement pour repartir une bâtisse auquel il n'y aura pas d'effet aux opérations de quelqu'un d'autre ou d'une autre organisation, c'était vraiment la meilleure option. L'emplacement est bon et aussi le layout du bâtiment va vraiment nous aider à se rendre à notre but, là. Et l'autre côté de cette conversation est que peut-être il y a pas mal d'argent à mettre dedans. Je sais que la province va donner l'argent à la municipalité pour faire ça. Donc, avec un établissement comme l'Arena Jean-Marc Lalonde, le conseil a déjà décidé qu'ils ne vont pas l'utiliser à long terme. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de mettre tout cet argent là-dedans? Bien, écoutez, on a certainement évalué cet élément-là. Puis, comme on a communiqué au conseil, l'argent qu'on investit dans la bâtisse est minime. C'est vraiment tous des éléments temporaires. Donc, il y a un petit peu de peinture dans l'entrée, un peu de nettoyage, il y a un peu de travail qui va aller dans la bâtisse. Mais en fait, d'investissement dans la bâtisse, c'est minime. Comme vous savez, cette bâtisse-là servait d'aréna. Donc, le problème pour utiliser ce bâtiment-là pour nos besoins, c'est que
typiquement, un aréna n'a pas un système de chauffage pour chauffer l'endroit où est la glace. Et l'été, si vous avez déjà rentré dans un aréna comme celle-là, l'été, il fait très, très, très chaud à cet endroit-là. Donc, ça prenait un système de chauffage. C'est le gros morceau de l'investissement qu'on fait là, pour mettre sur pied notre centre de vaccination. Mais c'est un investissement temporaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué les besoins de ces équipements-là dans d'autres bâtisses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on va louer pour achat l'équipement. Donc, si on s'en sert 2 semaines ou 6 mois, il n'y a pas de problème. Quand on va fermer le centre, on va bouger ces équipements-là à l'hôtel de ville où on avait besoin de faire l'investissement pour l'équipement quand même. Donc, vraiment, je pense à la municipalité, ce qu'on a fait, c'est on a responsablement géré le besoin. Puis à la fin de la journée, le conseil va avoir à faire la même décision sur le futur de la bâtisse sans avoir d'effet ou d'impact additionnel. Donc, la bâtisse, une fois qu'on va avoir sorti de là et avoir rempli notre mandat, il n'y aura pas vraiment de changement au niveau de la valeur de la bâtisse. Là. On n'a pas rajouté des sous à ce bâtiment-là pour changer le futur de la bâtisse. Là. Donc, en termes des investissements permanents, il n'y a vraiment pas grand-chose dans l'aréna Jean-Marc Lalonde pour créer ce centre. C'est vraiment la peinture et un ou deux trucs comme ça. C'est exact. Très peu d'investissements long terme. Puis, ça va assurer là, que le conseil va être capable de faire la décision qu'ils veulent faire sur cette bâtisse-là à long terme. Là. Parfait. Et évidemment, avec cette annonce faite par le BSO récemment, il y a le Dr Paul qui disait qu'il y a 6 locations qui ont été mises en place pour ces cliniques de vaccination dans la province. C'est quelque chose dont les personnes travaillent depuis du temps. Donc, est-ce que c'est quelque chose que le BSO vous a demandé de faire ou est-ce que c'est quelque chose dont la municipalité a été un peu plus proactive à essayer de trouver pour aider tout le monde avec ce tâche qu'on a? Un peu des deux. Donc, le bureau de santé nous a demandé certaines informations. Nous, on avait déjà fait beaucoup de travail dans le but de planifier. Écoutez, ce que la municipalité voulait vraiment, c'est d'avoir un centre de vaccination ici. OK? On a un groupe de population assez élevé. Puis, on sait que les gens ne veulent pas aller à 30-40 minutes de loin pour aller se faire vacciner. Donc, on trouvait ça important qu'on ait un centre. Donc, on a donné l'information que le bureau de santé avait demandé avec peut-être des informations additionnelles. Peut-être ce qu'on a à faire, c'est différentes variations d'approcher le problème dans le but de démontrer ce que la municipalité était capable d'offrir. Eux ont pris ça et ils ont pu mijoter là-dessus ainsi que plein d'autres informations. Écoutez, le travail qu'ils font, ces gens-là, essayer de planifier le roll-out de la vaccination est énorme. Il y a beaucoup de facteurs, entre autres l'accès aux vaccins, right? On sait tous que les vaccins, les chiffres varient beaucoup, donc c'est très difficile d'essayer de planifier autour de ça. Donc, ces gens-là, ils font leur plan, leur décision. Nous, notre but était simplement de leur démontrer comment on pouvait les aider. Et je sais qu'évidemment, pendant le déroulement du vaccin et de jour à jour après que ça ait commencé ici, c'est pas votre job, c'est pas votre boulot d'aller mettre les vaccins dans les bras. Mais est-ce que vous savez comment ça va se passer? Combien de personnes vont se faire vacciner par jour ici? Bien, écoutez, ça, non. Ça, c'est vraiment laissé au bureau de santé à déterminer. Nous, ce qu'on a essayé de planifier, par exemple, c'est d'être capable de faire rendre la bâtisse à une certaine capacité. Notre but était de se rendre à 1000 personnes par jour. On va être capable de faire ça avec la bâtisse et plus, dépendant du staffing. Donc là, on est au point où ce qu'on est à déterminer là, le montant de personnel nécessaire pour vraiment là, assurer là, qu'on peut rentrer beaucoup de gens. C'est un peu comme de la production, mais encore, il faut que tout ça tombe à l'intérieur du plan du bureau de santé. C'est eux qui ont la responsabilité de la vaccination. Donc, ils vont déterminer les besoins. Nous, on va s'assurer que la bâtisse, ça ne sera pas un problème à rencontrer ces chiffres-là.
D'abord, je vous félicite pour avoir trouvé ce bâtisse et le travail que vous avez fait. Comme on le sait, il y a d'autres centres et des sites de vaccination qui vont être ouverts après que le déroulement se continue et qu'il y ait plus de personnes qui soient capables de se faire vacciner. Est-ce que le BSO vous a demandé de trouver d'autres endroits déjà ou est-ce que c'est le seul endroit en ce moment à Clarence Rockland qui vous ont demandé de regarder? Écoutez, je pense que pour être totalement honnête, je laisserai le bureau de santé répondre à ça. Il y a déjà eu beaucoup de partenariats au niveau de la vaccination déjà. Il y a des centres qui ouvrent et qui ferment ici et là déjà. Je pense qu'on peut voir sur leur site qu'ils ont déjà livré près de 10 000 vaccins un peu partout. Donc, la Ville a travaillé étroitement avec eux, mais j'ai vraiment pas la liberté d'expliquer ou de dire aux gens où est-ce que ça se passe, ces choses-là. Je vais laisser eux répondre à cette question-là. Pas trop. Merci beaucoup encore, chef Ozine. J'apprécie prendre votre temps aujourd'hui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous remercie encore une fois pour le travail que vous et votre équipe a fait pour aider le déroulement de ces vaccinations. Pas de problème. Merci à vous. Merci, Pierre. Avec seulement 6 centres de vaccination ouverts dans la région du BSO, des questions ont été posées quant à la raison pour laquelle il semblerait que les arénas soient les seuls bâtiments examinés. On a des personnes qui nous demandent accessibilité au niveau des arénas, etc. Parce qu'on a fait cette fin de semaine une clinique à l'aréna, au Ed Lumley, au complexe civique à Cornwall. Bien sûr, il y a beaucoup de places qui ont d'autres sont plus faciles à être accessibles, mais j'ai visité personnellement avec le maire Clément la semaine passée et on a constaté qu'il y avait on pourrait avoir des entrées spécifiquement pour les personnes avec les problèmes mobiles. En effet, nous allons aussi avoir des cliniques de volants aussi qui vont aider. Donc, on va avoir toutes sortes de choses pour ça. Mais je vais expliquer pourquoi nous avons choisi une aréna ou des grandes places comme à Hawkesbury. Ça va être fait dans le grand gymnase où on a le track and field parce qu'on a besoin beaucoup plus d'espace qu'avant. Avec H1N1, avec clinique d'influenza, on pourrait mettre 15-20 vaccinateurs comme proche d'un autre, dans un gymnase, par exemple, ou dans une salle de conférence. Mais malheureusement, avec le fait que nous avons besoin d'avoir 6 pieds de distance de chaque table de vaccination, de station de vaccination, et 6 pieds distance de chaque chaise sur laquelle quelqu'un qui a reçu son vaccin va s'asseoir pour observation, nous limite si on fait ça dans un gymnase ou dans une petite place. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des arénas. Comme ça, on pourrait mettre 15, 20 tables séparées, 6 pieds de distance, avec assez de place pour mettre des sièges 6 pieds de distance pour accommoder le plus de monde possible. Et on fait la même chose à travers de notre région. Et mes collègues font la même chose à travers d'Ontario aussi. À Prescott Russell, il y a actuellement 40 cas actifs, dont 14 à Clarence Rockland. Il y a malheureusement toujours des inquiétudes concernant les nouvelles variantes. Au temps de cet enregistrement, 15 cas ont été détectés dans la région et le Dr Roumeliotis a encore une fois demandé à chacun de suivre toutes les mesures sanitaires alors que nous nous rapprochons de la zone rouge, ce qui entraînerait des nouvelles restrictions. Le Dr Roumeliotis a également confirmé que les personnes qui reçoivent les vaccins Pfizer et Moderna devront attendre un peu plus longtemps maintenant pour leur deuxième dose, mais il y a quelques exceptions. L'autre chose qu'on voit, c'est qu'on a maintenant l'autorité d'avoir 16 semaines intervalle entre les 2 doses de n'importe quel vaccin. En effet, ceci est pour nous donner la chance de donner la première dose le plus vite possible, de ne pas attendre pour la deuxième dose, de ne pas réserver la deuxième dose, sauf pour les personnes qui demeurent dans les maisons de retraite ou des foyers de longue durée. Donc, ça, c'est les exceptions. Et les Autochtones en or aussi. Donc, on procède avec ça dès le 10 mars, donc mercredi prochain.
L'autre chose qu'on a appris cette fin de semaine, c'est que le débit de vaccins va commencer à augmenter et nous aurons dorénavant les allocations hebdomadaires pour 4 semaines. Donc, les AE sont pas mal plus élevés, sont entre 4 et 5 000 doses par semaine, mais on a une garantie pour 4 semaines. Donc, on pourrait planifier. Avant, on n'était pas capable de vraiment planifier plus qu'une semaine avant parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on recevrait 2 semaines après. Donc, à ce moment-là, on aurait la chance. La plupart vont être Pfizer. En effet, il va y avoir que 2000, parmi ça, 2600, je pense, de Moderna, mais la plupart vont être de Pfizer. Donc, on est maintenant dans une position pour vraiment planifier pour le mois prochain. En effet, nous allons continuer à vacciner les phases 1, surtout les travailleurs de la santé. On va commencer aussi avec les personnes qui reçoivent les soins à longue durée à la maison. Et bien sûr, on va commencer avec les personnes qui sont plus que 80 ans la semaine prochaine à prendre des rendez-vous. Le système de réservation de rendez-vous va être mis en marche le 15 mars, la semaine prochaine. Donc, on va commencer avec les personnes de plus que 80 ans. Nous pensons que, selon ce qu'on voit, dans quelques semaines, on va avoir fini de vacciner toutes les personnes en phase 1. Et et selon le ministère et selon mes calculations, si les vaccins commencent à augmenter un peu plus, c'est ça qu'on prévoit. On prévoit des millions en mois d'avril. Dans une étude publiée par la Banque du développement du Canada en 2018, ils ont constaté que 39% des petits et moyennes entreprises ont du mal à trouver de la main-d'œuvre. Cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée reste un problème à ce jour et Prescott & Russell a ses propres difficultés. Pour aider à remédier à cette situation, le Centre de services de l'emploi de Prescott & Russell était virtuellement présent à l'événement Destination Canada qui s'est tenu à Paris le 26, 27 et 28 février dernier. Et cette semaine, Stéphanie Simard de TVC22 s'est entretenue avec France Garot, agente du développement économique communautaire du Centre de services à l'emploi, pour en savoir un petit peu plus. Et donc, je suis avec France Garot, agente du développement économique dans la circonscription de Rockland. Elle représente évidemment le Centre de services à l'emploi de Prescott Russell. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'une initiative dans laquelle ils ont participé activement, qui est Destination Canada. France, bonjour, ça va bien? Ça va bien, Stéphanie, bonjour. Et donc, France, qu'est-ce que c'est Destination Canada? Donc, tu sais, un sommaire de c'est quoi cette initiative-là? Bien, c'est du recrutement international. OK. Oui. C'est ça. On est en pénurie de gens pour travailler dans nos régions. Donc, on tente de trouver des solutions pour aller les chercher un peu partout. Puis, Destination Canada fait partie de ce beau projet de pouvoir aller chercher d'autres candidats là, pour travailler ici au Canada. Donc, quand on parle de pénurie, on parle de quoi au juste? Donc, c'est quoi le constat? Est-ce que c'est quelques entreprises qui manquent des employés, pardon, ou c'est quoi le portrait global présentement dans Prescott Russell? Bien, écoute, juste dans nos banques d'emploi, on a un peu plus de 600 offres d'emploi présentement, puis on n'arrive pas à les combler. Puis on parle là, tu sais, ça peut partir d'un ébéniste à un ingénieur, à un électromécanicien, à une caissière d'épicerie, un chef cuisinier. Il y en a pour tous les goûts. Puis on n'arrive pas à combler ces postes-là. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à combler ces postes? Donc, c'est quoi les défis qui font en sorte qu'ici, dans Prescott Russell, on a justement cette pénurie de main-d'œuvre? Écoute, des fois, on dit que on est dans une population vieillissante
Il y a d'autres tantôt, on dit, les chercheurs d'emploi ont de plus en plus le choix. C'est presque eux maintenant qui vont choisir leur employeur. OK. Il y a beaucoup de compétition, tu sais, fait que la personne, compte tenu qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, bien, c'est sûr qu'ils vont aller vers le meilleur pour eux. Et donc, dans le fond, en ce moment, on manque de main-d'œuvre parce que les gens cherchent tout le temps à avoir des meilleures conditions. Est-ce qu'on dit d'abord que les entrepreneurs n'ont pas des bonnes conditions à offrir dans Prescott Russell? Non, on ne dit pas ça. Je pense que comme candidat, on a tout quelque part un endroit où on aimerait travailler parce que, tu sais, selon nos compétences, selon nos intérêts, puis il y a tellement de choix que c'est sûr qu'on va aller vers nos passions. Et donc, Destination Canada vient probablement adresser ce manque de main-d'œuvre-là. Quels sont les résultats justement de cette initiative-là qui était du recrutement international? Bien, on a reçu un peu plus de 600 curriculum vitae. On représentait 2 employeurs de la région. Et ben c'est ça. Dans le fin fond, on cherchait un ébéniste, on cherchait un électricien industriel certifié, on cherchait des journaliers. Donc, les curriculums vitae qu'on a reçus sont pour ces gens-là. Mais c'est sûr que s'ils ne sont pas recrutés, c'est des curriculums vitae qu'on peut garder et partager avec d'autres employeurs. Hein. Et donc, on recrute à l'international. C'est une chose recruter à l'international, c'est une autre chose être en mesure de les accueillir ici à Prescott Russell. Est-ce qu'en ce moment, c'est un délai raisonnable qu'on pourrait dire pour les accueillir? Parce que quand on a un besoin de main-d'œuvre, on aimerait ça les avoir dans 1 mois, 2 mois, si possible. Est-ce qu'en ce moment, on peut faire ça? Est-ce que les lois et les procédures font en sorte qu'on est capable? Bien, écoute, c'est pas nous, hein? On n'a pas le contrôle là-dessus, on n'a pas le dernier mot, hein? Ça, c'est vraiment Immigration Canada. Donc, c'est pour ça qu'on tente de travailler avec des gens qui sont déjà dans le processus, soit d'entrée express ou autre, parce qu'à ce moment-là, on sait que ces gens-là ont besoin d'une lettre d'embauche ou un contrat de travail pour pouvoir arriver ici. Mais ça demeure que le dernier mot, c'est Immigration Canada qui va dire si cette personne-là entre au pays ou non. Donc, dans le fond, on peut avoir 600 CV, mais ne pas avoir quand même, on ne peut pas les accueillir, ces gens-là, parce que pour quelconque raison, dans le fond. C'est ça. On peut les aider dans ce sens, on peut les diriger vers les programmes. Donc, c'est sûr qu'on va promouvoir beaucoup l'entrée express, mobilité francophone et autres pour les encourager justement à s'inscrire dans ces programmes-là pour faciliter leur arrivée au Canada. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, on a plusieurs organismes dans Prescott Russell qui travaillent avec vous pour vous aider avec ce recrutement international-là, si je ne me trompe pas. Oui, on travaille, on est plusieurs fournisseurs de services à travailler tous ensemble. Puis, c'est ça, dans le fin fond, hein, on se donne la main pour tenter d'aider ces gens-là à venir ici, puis on travaille tout ensemble. Donc, dans le fond, je sais que vous développez beaucoup d'initiatives à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des plans, une planification stratégique un peu à cet effet-là pour se donner comme but, on va accueillir tant d'immigrants cette année dans Prescott Russell? Bonne question. J'aimerais pouvoir te répondre à cette question-là, mais je n'ai pas la réponse. Probablement que ce serait Caroline qui pourrait nous répondre là-dessus. Hein? J'en ai aucun doute. Dernière petite question, France.
Quand on parle de main-d'œuvre qualifiée, parce que souvent, c'est ce qu'on fait quand on va recruter à l'international, on parle de quoi quand on parle de main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que c'est des gens avec des doctorats, des maîtrises? Qui sont-ils, ces gens-là? Bien, un peu de tout, hein? Ça part justement, tu sais, de l'ingénieur la personne de la santé, à l'enseignant, tu sais, les métiers même, tu sais, que ce soit des mécaniciens. On parle de tous les métiers. On est en pénurie. Donc, en effet, on pourrait dire une petite expression bien typique, on n'est pas sorti du bois avec cette problématique-là. Donc, eh bien, c'est un pas en avant avec Destination Canada. Puis, je suis certaine qu'on va entendre parler du Centre de services à l'emploi dans le futur avec d'autres initiatives pour justement adresser ce manque de main-d'œuvre qualifiée-là. Donc, merci beaucoup, France, pour cette entrevue. Merci, Stéphanie. Cette semaine, dans notre émission Dans ton quartier, où je parle avec les conseillers de Clarence Rockland, je suis allé à Clarence Creek pour discuter avec M. André Lalonde. Nous retrouvons le conseiller dans une érablière à quelques pas de la maison où il a grandi. L'endroit occupe une place spéciale dans le cœur du conseiller Lalonde car il a passé une grande partie de son enfance parmi les arbres et, encore aujourd'hui, il donne son temps pour travailler à la cabane à sucre. Et ce n'est pas seulement un endroit où le conseiller peut échapper aux soucis du monde, mais c'est aussi un endroit où il vient quand il a besoin de réfléchir à un sujet important pour sa communauté. Dans cet extrait, conseiller Lalonde nous parle d'un plan pour fournir de l'eau à Limoges et comment ce projet va pouvoir aussi bénéficier notre municipalité et son quartier. Ben, la municipalité de Nation, eux, ont également, je parlais tantôt des gens dans le rural ici qui avaient des problèmes d'approvisionnement en eau potable. La Nation, eux, ont présentement, c'est des puits communautaires qu'ils ont. Donc, ils installent des gros puits pour être capables de filtrer l'eau, puis envoyer l'eau. Ils ont un système d'aqueduc similaire à ce qu'il y a ici, mais là, leur eau provenait de ces puits-là et non pas de la rivière comme nous. Donc, avec l'agrandissement du village de Limoges, et puis ils ont même un parc industriel qui ont commencé, des choses comme ça, il manquait d'eau. Puis, fait que le maire de la Nation avait approché quelques municipalités pour voir s'il y avait un intérêt ou une possibilité de faire ces choses-là. Donc, lorsque le maire Saint-Amour a approché la ville de Clarence Rockland, bien, M. Desjardins, notre maire, nous a proposé ça comme une option, si tu veux, parce que nous aussi, on arrive à un point critique pour notre système à nous, côté capacité. Donc, avec tout le développement qui se passe dans Clarence Rockland, les maisons, les condos, ces choses-là, bien, à un moment donné, ton système est à capacité. Donc, on arrivait à un endroit où est-ce qu'il fallait commencer à planifier pour une expansion de notre système. Donc, l'arrivée de la Nation dans la discussion était très appropriée parce que là, on peut se servir d'eux avec leur financement, incluant le nôtre, pour être capable d'agrandir notre système en même temps. Donc, la façon que le contrat a été signé, et puis, c'est qu'on profite justement de leur expansion pour nous en même temps. Donc, ce qui va sauver, d'une façon ou d'une autre, il aurait fallu faire l'expansion par nous-mêmes. Ouais. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que sur la durée de vie de ce projet-là, du système comme tel, les citoyens de Clarence Rockland vont sauver approximativement, je pense, c'est 12 ou 13 millions en taxes puis en services. Donc c'est tout pour cette édition de TVC Nouvelles. Vous pouvez écouter l'entrevue avec conseiller Lalonde et d'autres entrevues et émissions sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Et si vous pensez que vous avez une histoire locale qui nécessite plus d'attention, faites-moi savoir. Vous pouvez me joindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin, @tvc22.ca ou par téléphone au 603 446 6037, poste numéro 4, ou bien sûr, comme d'habitude, trouvez-nous sur l'un de nos médias sociaux.
Passez un très bon week-end Clarence Rockland. Soyez prudents, attendez vos vaccins et comme d'habitude, je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir.